Dans cette vidéo, nous allons voir comment lier la variation du vecteur vitesse aux forces qui modifient le déplacement. Nous allons commencer par quelques rappels sur le vecteur vitesse vu en secondes. Commençons par définir le vecteur déplacement d'un point, qui est le vecteur reliant deux points consécutifs séparés par une durée delta t. Delta en physique, c'est toujours une différence et souvent elle est petite. À partir du vecteur déplacement, nous pouvons définir le vecteur vitesse. On sait que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Le vecteur vitesse sera égal au vecteur déplacement divisé par le temps qui sépare les points M et M'. Voyons ce que ça donne de plus près. Pour dessiner un vecteur, il faut d'abord donner le point d'application. Ici, ce sera le point M, c'est-à-dire le point de départ de la flèche. Ensuite, il faut trouver la direction, qui est une droite tangente à la trajectoire. Pour simplifier, on va considérer que le mouvement est rectiligne si delta t est petit, et du coup la direction sera la droite M'. Ensuite, il faut calculer la longueur du vecteur en divisant la distance M' par delta t, et on reporte cette distance sur la direction en partant de M. On ajoute ensuite la pointe de la flèche qui indique le sens du mouvement, ici de M vers M'. Et enfin, voilà ce qu'on trouve pour le vecteur vitesse V. Nous allons maintenant définir le vecteur variation de vitesse. Comme son nom l'indique, le vecteur variation de vitesse représente la différence entre les vecteurs vitesse associés à deux points consécutifs. Voici les vecteurs vitesse aux points consécutifs M1 et M2. Pour tracer le vecteur variation de vitesse, on commence par reporter le vecteur vitesse du deuxième point au point précédent. Ensuite, on reporte l'opposé du vecteur vitesse du premier point à l'extrémité du vecteur vitesse appelé ici V2. Le vecteur variation de vitesse joint le point M1 avec la pointe du dernier vecteur tracé. Le vecteur variation de vitesse est appelé delta V. C'est une différence, on l'appelle delta. En physique, c'est comme ça qu'on fait. Donc le vecteur variation de vitesse au point 1 vaut le vecteur vitesse au point 2 moins le vecteur vitesse au point 1. Le vecteur variation de vitesse représente la différence de direction et de longueur entre deux vecteurs vitesse consécutifs. Dans cette partie, nous allons répondre à la question suivante. Quel est le lien entre la variation de vitesse et les forces? Dès qu'on parle de force, Newton n'est jamais très loin, alors nous allons le mettre dans un coin. Comme ça, il pourra arbitrer la battle entre les forces et la variation de vitesse. Les forces sont la représentation d'une action mécanique, c'est-à-dire de l'action d'un objet sur un autre objet. La variation de vitesse rend compte de la modification du mouvement, en direction et en vitesse. Les forces se mesurent en newton et la variation de vitesse en mètres par seconde. Les forces sont les causes et la variation de vitesse est l'effet de l'action d'un objet sur un autre objet. Dans sa deuxième loi, Newton a réussi à lier la cause aux effets, les forces à la variation de vitesse. La deuxième loi de Newton nous indique que les forces sont proportionnelles à la variation de vitesse. Et ouais. Voici comment écrire la deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à la masse fois la variation de vitesse divisée par l'écart de temps. La variation de vitesse divisée par l'écart de temps, en terminale, on appellera ça l'accélération, tout simplement. On peut énoncer la deuxième loi de Newton ainsi. La somme des forces appliquées à un système est égale à la masse du système multipliée par sa variation de vitesse divisée par l'écart de temps. En simplifiant un peu, on peut écrire que la somme des forces est égale à la masse fois la variation de vitesse divisée par l'écart de temps. Et en terminale, on simplifiera encore en disant que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Reprenons la deuxième loi de Newton, telle qu'on l'énonce en première, et voyons ce qu'on peut en tirer comme information. Si la somme des forces est égale à 0, dans ce cas-là, la vitesse ne varie pas, car delta V égale 0 aussi. Et si la vitesse ne varie pas, le système est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Et on retrouve en fait la première loi de Newton, appelée aussi le principe d'inertie qui a été vu en seconde. En fait, la première loi de Newton est un cas particulier de la deuxième. Regardons différemment la deuxième loi de Newton pour en tirer encore d'autres choses. On a dit que cette loi liait la cause aux effets. On va essayer d'isoler delta V, donc les effets, pour voir quels sont les effets d'une certaine force. Pour faire ça, on passe delta T de l'autre côté, il divise à droite, donc on multiplie à gauche, et ça donne somme des forces fois delta T égale masse fois delta V. Maintenant, on va passer la masse de l'autre côté, on divise à gauche vu qu'on multiplie à droite, et donc la variation de vitesse est égale à la somme des forces divisée par la masse et multipliée par l'écart de temps. Bien.
Maintenant, si la force est constante, dans ce cas-là, la somme des forces divisée par la masse est constante aussi, vu que la masse est constante. La vitesse augmente donc de la même valeur à chaque instant. Dans ce cas, le mouvement est uniformément accéléré, c'est-à-dire que la vitesse est proportionnelle au temps. Plus le temps passe, plus la vitesse augmente, tout simplement. Nous allons regarder une dernière fois cette deuxième loi de Newton pour en déduire une dernière chose importante. Nous allons regarder l'influence de la masse sur le mouvement. D'après la deuxième loi de Newton, on voit que plus l'objet que l'on veut déplacer est lourd, moins la variation de vitesse sera grande pour une force donnée. Étant donné que la masse est multipliée par la variation de vitesse, si la masse est très grande, la variation de vitesse sera petite, si les forces sont constantes. C'est quelque chose qu'on a tous déjà expérimenté. Quand on pousse un truc lourd, il avance moins vite que quand on pousse un truc léger avec la même force. Et bien la deuxième loi de Newton est capable de vérifier ça aussi. Et ouais, il est trop fort Newton. On va finir par deux petits exercices pour tout déchirer au contrôle. Voici le premier. Voici la trajectoire d'un objet qui tombe d'une hauteur h égale 3,05 mètres. On vous donne delta t qui vaut 0,2 secondes. On vous demande de calculer la vitesse entre les points 2 et 3, puis de donner la direction et le sens du vecteur vitesse au point 2. De faire de même au point 3, de calculer la variation de vitesse au point 2 et de donner les directions et les sens du vecteur variation de vitesse. Ensuite, on vous demande quelle force s'applique à l'objet lors de ce mouvement. On suppose qu'il n'y a pas de frottement. On vous demande est-ce que la 4 est cohérente avec la 3 et d'estimer la valeur de la force exercée si m égale 0,66 kg. Bon, je précise que l'objet est un ballon de basket qui tombe de la hauteur d'un panier de basket car j'aime le basket. Oui, c'est comme ça. Vous pouvez faire pause pour faire l'exercice et ensuite on corrige. On va commencer par la question 1, calculer la vitesse entre les points 2 et 3 puis donner la direction et le sens du vecteur vitesse au point 2. Donc d'abord on doit mesurer la distance entre le point 2 et le point 3. Donc le point 2 il se situe à 285 cm du sol, le point 3 à 227. La différence ça fait 58 cm, ce qui fait 0,58 mètres. La vitesse au point 3, qui est donc la distance divisée par delta t, ça fait 0,58 divisé par 0,2, ça fait 2,9 mètres par seconde. La direction du vecteur vitesse, c'est la verticale, et le sens, c'est vers le bas. Faire de même au point 3, on prend la distance entre le point 3 et le point 4, 227 moins 129, ça fait 98 cm, ce qui fait 0,98 mètres. On divise par delta t, 0,98 divisé par 0,2, ça fait 4,9 mètres par seconde. Le vecteur vitesse a aussi une direction verticale et son sens est aussi vers le bas. Voici nos deux vecteurs vitesse et on va calculer la variation du vecteur vitesse au point 2 et donner les directions et sens du vecteur variation de vitesse. On reporte le vecteur 3 au point 2, ensuite on reporte le vecteur 2 dans l'autre sens en partant de la flèche du vecteur 3. Et voici le vecteur variation de vitesse, c'est la petite flèche en vert. Delta V est dirigé verticalement vers le bas. Delta V a une valeur de V3 moins V2 et 4,9 moins 2,9 égale 2 mètres par seconde. Voilà les caractéristiques du vecteur variation de vitesse. On vous demande maintenant quelle force s'applique à l'objet lors de ce mouvement. On suppose qu'il n'y a pas de frottement. Un objet en chute libre n'est soumis qu'à son poids, P égale m fois g. La direction est verticale, le sens est vers le bas. Est-ce que c'est cohérent avec la réponse 3 ? Ben oui, parce que la force exercée et le vecteur variation de vitesse ont la même direction et le même sens. C'est cohérent avec la deuxième loi de Newton qui dit que ces deux vecteurs sont collinaires. Les variations de vitesse et force sont proportionnelles. Estimer la valeur de la force exercée si la masse vaut 0,66 kg. On sait que la somme des forces est égale à la masse fois delta V divisé par delta T. Donc le poids ici, c'est la force appliquée, vaudra la masse 0,66 fois la variation de vitesse, c'est 2, divisé par delta T, 0,2. Ça fait 6,6 newtons. Si on utilise la formule P égale m fois g pour calculer la force, on va trouver 0,66 fois 9,8 égale 6,47. On voit que 6,6 et 6,47, c'est deux valeurs assez proches, donc on voit bien que la deuxième loi de Newton vérifie bien que la somme des forces est proportionnelle à la variation de vitesse. Il est trop fort Newton. Exercice 2. Un objet chargé électriquement arrive avec une vitesse V0 égale 2000 m par seconde horizontale dans un endroit où il subit une force électrostatique dans la direction et le sens du mouvement. La force électrostatique vaut 50 newtons et la masse de l'objet c'est 0,05 kg.
comment va varier la vitesse de l'objet. Calculer la variation de vitesse au bout de delta t égale 0,5 secondes. Calculer la nouvelle vitesse de l'électron au bout de delta t égale 0,5 secondes. Et à quelle vitesse ira l'électron au bout de 2 secondes. Vous pouvez faire pause. Comment va varier la vitesse de l'électron? Alors, la force est dans le même sens et la même direction que le mouvement. La vitesse va donc augmenter au fur et à mesure, tout simplement. Calculer la variation de vitesse au bout de delta t égale 0,5 secondes. On utilise la deuxième loi de Newton. On en déduit que delta V c'est égal à delta T fois la somme des forces divisée par M, en modifiant la formule. On remplace delta T c'est 0,5. La force, ici il n'y en a qu'une, elle vaut 50 newtons, donc 50. Et on divise par la masse, 0,05 kg. Et voilà ce que ça donne, delta V vaut 500 mètres par seconde. Calculer la nouvelle vitesse de l'électron au bout de delta T égale 0,5 secondes. Delta V c'est la vitesse au bout de 0,5 secondes moins V0. Donc la vitesse au bout de 0,5 secondes vaut V0 plus delta V. Donc la vitesse au bout de 0,5 secondes vaut 2000 plus 500, ce qui fait 2500 mètres par seconde, tout simplement. À quelle vitesse ira l'électron au bout de 2 secondes? Eh bien, la force est constante, donc delta V est constant aussi. Donc la vitesse augmente de 500 mètres par seconde tous les 0,5 secondes. 2 secondes, ça fait 4 fois 0,5 secondes. Donc au bout de 2 secondes, la vitesse V aura augmenté de 4 fois delta V. Donc la vitesse au bout de 2 secondes vaudra 2000 plus 4 fois 500, ce qui fait 4000 mètres par seconde. Au bout de 2 secondes, la vitesse de l'objet aura été multipliée par 2. J'espère que cette vidéo vous sera utile, que les forces soient avec vous. Je vous dis à bientôt vers la physique et au-delà.